Les influences étrangères, Emmanuel Macron, il veut mettre fin aux imams détachés, il veut renforcer le contrôle des financements étrangers, supprimer les enseignements en langue d'origine. Est-ce que pour vous, ces mesures sont les bonnes? Les 4 chantiers évoqués par le président sont dans la continuité d'ailleurs de ce que, excusez-moi de le dire, nous avions engagé avec les différents plans de lutte contre la radicalisation, et notamment celui auquel j'ai pu participer comme ministre en mai 2016. Le diagnostic est posé, il est juste. Et le mot de séparatisme est un mot intelligent. Parce que d'abord, le communautarisme, voire même la radicalisation, ce n'est pas un délit dans notre pays. Il faut le dire. Beaucoup de gens vivent en communauté. À Neuilly, on vit en communauté. Pas religieuse, mais en communauté. Bon. Donc, la question qui est posée, c'est ceux qui veulent utiliser la religion comme un moyen de supplanter les lois de la République. Et ça, c'est tout à fait condamnable. Donc, le président pose le diagnostic. Pour ce qui concerne les solutions, elles sont encore, permettez-moi l'expression, assez light. Depuis longtemps, on dit qu'il faut former les imams en France pour qu'il y ait un islam de France. Depuis longtemps, on dit qu'il ne faut pas être dépendant de l'étranger pour éduquer les langues d'origine maternelle pour les enfants qui ont donc cette filiation. Donc, je suis déçu, disons-le, par ce grand plan qui devait être annoncé hier. Un diagnostic est posé, encore une fois, il est juste, on ne doit pas stigmatiser une religion, on doit prévoir l'inclusion, mais j'ai envie de renvoyer au président de la République quand même ses défaillances. Aujourd'hui, quand on parle de politique de la ville, qui est un des outils de l'inclusion dans les quartiers les plus en difficulté de notre pays, où vivent quand même 5 à 6 millions de Français, politique de la ville... je vous poserai la question, si j'étais facétieux, mais elle est quoi? Elle est où aujourd'hui? Elle est portée par qui? Monsieur de Normandie est d'abord le ministre du Logement, il n'est pas le ministre de la Ville, manifestement. Et encore un ministre du Logement qui a beaucoup à faire, manifestement, en termes de résultats. La fin des contrats aidés auprès notamment du monde associatif, ça a fragilisé beaucoup le tissu social dans ces quartiers. Donc c'est bien de poser un diagnostic, mais vous connaissez l'adage romain, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et en l'occurrence, il y a une turpitude, c'est qu'on a affaibli les moyens, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville, au travers d'une politique de la ville qui est quasiment inexistante aujourd'hui. Donc le diagnostic est juste, le mot de séparatisme est bon. Là sur ce dossier-là, vous trouvez que la méthode convient. Par contre, pour les moyens mis sur le fond, on n'est pas au rendez-vous. Pour vous, c'est ça? On n'est pas au rendez-vous. Alors on attend un plan de M. Castaner, un plan de M. de Normandie. Mais finalement, l'outil, par exemple, de Jean-Louis Borloo, voilà, beaucoup de choses du plan Borloo étaient déjà engagées sous le quinquennat précédent. Mais le plan Borloo, c'était une manière de répondre. Et ce plan Borloo a été enterré il y a combien de temps maintenant? Plus d'1 an, 1 an et demi. Mais du coup, vous êtes plutôt d'accord avec Bruno Retailleau, votre alter ego républicain au Sénat, quand il dit qu'il a trouvé le président de la République confus sur le fond et très faible sur les mesures. Il parle de discours très ambigus. Vous attendiez des choses beaucoup plus fortes? Je ne parlerai pas de discours ambigu. Je pense qu'il y a une forme là-dessus, sur le discours, vous l'avez trouvé clair? Je trouve qu'il y a une forme de sincérité et de considérer que... Mais dans les mesures, c'est là que ça pêche. Dans les mesures, il n'y a rien. Enfin, ou en tout cas, il y a quelques annonces, mais qui ne sont pas chiffrées, ni sur le fond, ni sur les finances. Donc je trouve cela faible. Pour moi, si vous voulez, la note est très passable. Dans ce registre-là, juste un mot sur la loi Gatel qui avait été adoptée au Sénat, donc sénatrice de l'UDI d'Ille-et-Vilaine. Elle a fait un bilan hier sur ce qui s'est passé en 2019. 205 déclarations d'ouverture à la rentrée, 163 instruites, 27 refus d'ouverture pour des écoles hors contrat, 24 établissements qui ont renoncé à ouvrir et 335 établissements inspectés par l'Éducation nationale au cours de l'année, donc des écoles hors contrat, dont 70 ont été mises en demeure pour des manquements graves. Donc ça, est-ce que ce n'est pas l'exemple du genre de loi ou de décision qui peut être prise par les sénateurs et qui fonctionne? Oui. Ça marche ou ça marche pas? Madame Gatel, qui m'avait combattu quand j'étais ministre en charge de la ville, à un moment où j'avais porté la loi égalité-citoyenneté, qui voulait encore être beaucoup plus dure sur les ouvertures d'écoles hors contrat, c'est-à-dire avec un contrôle a priori, sur la qualité des contenus. Elle a évolué. Son texte
va dans le bon sens et permet aujourd'hui une forme de prévention vis-à-vis des dérives islamistes. Mais vous auriez fait plus dur, vous? Mais moi, je pense que... c'est pas encore assez, en fait. Enseigner est une liberté dans notre pays, mais touche des enfants. Et je pense que le contrôle a priori systématique d'ouverture d'école devrait être envisagé. Parce que fermer une école, c'est une chose, mais ça signifie quand même qu'elle a pu fonctionner pendant des mois, voire des années, avant qu'on constate qu'il y a eu une dérive islamiste, en l'occurrence, islamiste ou d'autres religions, parce que l'extrémisme religieux ne touche pas que la religion musulmane. Il y a d'autres formes d'extrémisme dans d'autres religions en France. Toute la règle, elle est simple, il faut la rappeler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Aucune loi privée, aucune loi religieuse ne peut être supérieure à la loi de la République. Une fois qu'on a ça en tête, on a tous les outils pour éviter les débordements. Le discours d'Emmanuel Macron, il intervient à moins d'un mois des municipales. Du coup, hier à Mulhouse, il a été interrogé sur une éventuelle complicité de certains élus avec des islamistes. On va écouter la réponse d'Emmanuel Macron et vous réagirez juste derrière. Parfois, cet électoralisme vient croiser le fait religieux avec des comportements qui ne sont pas acceptables. Alors d'abord, certains sont répréhensibles par la loi. Et donc là... les préfets contrôlent, les procureurs de la République aussi, et des actions sont conduites à chaque fois que nous voyons des pratiques qui ne sont pas conformes à la loi de la République, quand il y a une immixtion du politique dans le religieux ou inversement. Personne n'a envie de vivre dans un clientélisme, même un clientélisme religieux, et ça c'est dans le combat politique qu'il faut les conduire. Ensuite nous allons voir, mais ça j'attends après les élections, de savoir s'il faut faire évoluer la loi pour garantir davantage de neutralité sur tel ou tel sujet. Mais je pense que ce n'est pas un débat que le président de la République a à faire vivre en quelque sorte, lors de ces élections. Il faut que la campagne se déroule comme il se doit. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Kanner? La question qui est posée, c'est la présence de listes communautaristes aux élections municipales. J'ai bien vu les tentatives de la droite sénatoriale sur différents sujets, y compris une proposition de loi constitutionnelle récemment déposée par Philippe Bas et M. Retailleau, M. Marseille aussi, président du groupe centriste, pour durcir, entre guillemets, et pour moi aussi stigmatiser finalement une partie de la population française, et ce que je regrette. Je dis simplement que le communautarisme électoral, en tout cas quand il se traduit de manière électorale, être combattu non pas par la loi, mais par le combat politique. Mais ça, c'est pour les listes communautaires. Est-ce qu'il y a une complicité de certains élus, de certains maires, avec des islamistes par clientélisme, par électoralisme? Je termine sur le premier sujet. Donc, encore une fois, on ne peut pas empêcher la démocratie de fonctionner. Et s'il y a des dérives communautaristes, il faut les battre à la loyale, c'est-à-dire par le vote des électeurs. À nous d'être suffisamment responsables et convaincants. La complicité d'élus avec des pratiques communautaristes, en tout cas des minorités se référant à telle ou telle religion. Moi, j'étais, en tant que ministre de la Ville, le premier à dire qu'il y a en France une centaine de quartiers présentant des similitudes potentielles avec Molenbeek. Qu'est-ce que j'ai pas pu entendre à l'époque? J'ai nommé les choses, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la situation de Molenbeek, d'ailleurs qui n'est plus la même aujourd'hui, heureusement. C'est une économie parallèle, c'est une présence de prédateurs qui ont repéré des proies, notamment chez les jeunes dans les quartiers, et c'est aussi une forme de lâcheté politique vis-à-vis de ces phénomènes déviants. Lâcheté politique en disant mais finalement, bon, si la paix sociale est à ce prix-là, on y va. La réponse est tout à fait, effectivement, inacceptable. Aujourd'hui, certains maires sont totalement débordés par les phénomènes qu'ils connaissent. Et donc, si on ne veut pas que des maires puissent avoir, sous une forme ou une autre, non pas une complicité, mais en tout cas des contacts pour éviter des problèmes dans leur ville avec telle ou telle communauté, il faut qu'ils aient les moyens d'agir. C'est plus de services publics, c'est plus de pouvoir d'autorité, c'est plus de police aussi, et naturellement pour éviter les économies parallèles. Donc c'est de la prévention. Je ne veux pas, moi, stigmatiser les maires. Je ne connais pas un maire en France qui croit en la République et qui peut considérer qu'avoir une sorte de pacte de non-agression avec ces phénomènes communautaristes déviants et envahissants puisse être la solution pour notre pays. Juste un mot, Bruno Retailleau, il propose une mise sous tutelle des collectivités concernés par ce phénomène. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais sur quelle base ? On est dans la surenchère la plus totale.
Je veux dire, avec tout le respect que je porte à Bruno Retailleau, en tant que sénateur, on est dans la surenchère. C'est quoi aujourd'hui une mise sous tutelle et sur quels critères on le fait? Arrêtons finalement de répondre à un vrai problème en créant d'autres problèmes. C'est ce qu'il est en train de faire en disant cela. On ne peut pas stigmatiser un maire qui va devant ses électeurs, qui a été élu et qui est considéré comme étant un élément de paix sociale dans sa cité. Donc attention de ne pas mettre de l'huile sur un feu, en tout cas sur des braises qui existent encore aujourd'hui dans notre pays. Alors, le problème existe quand même. Est-ce que vous sans parler de stigmatiser qui que ce soit et sans désigner nommément les gens, est-ce que vous seriez prêt à lancer un message, notamment aux maires socialistes qui seraient tentés par lâcheté politique, comme vous dites, de s'acoquiner avec un certain nombre de gens assez peu recommandables, avant de se laisser déborder? Est-ce que vous seriez prêt à leur envoyer un message en disant « ne faites pas ça, renoncez à ce type de pratique » Je ne sais pas quel maire socialiste peut viser en disant cela. Personne, mais je parle en général. On sait bien que le problème existe, vous venez de le dire vous-même. Le il y a problème, un certain nombre de maires sortants, il y a des faiblesses. de candidats au municipal qui, pour récupérer une partie des voix dont ils ont besoin pour passer peut-être de manière un peu juste, sont prêts à quelques compromis ou compromissions avec des gens qui ne sont pas du tout dans la République, qui ne sont pas recommandables. Je pense que le discours doit être très clair. Est-ce que vous êtes clair sur ce sujet? Non, mais nous sommes très clairs. Nous considérons aujourd'hui que la réponse ne peut être que républicaine, c'est-à-dire des services publics et la séparation entre l'Église et l'État, c'est la loi de 1905. Et nous avons tous les outils en la matière, y compris dans la Constitution. Je veux dire simplement par là que si un maire est tenté par des alliances politiciennes pour préserver sa ville, il est coupable. Il est responsable d'un acte qui a des conséquences majeures, y compris pour l'image qui doit être celle de notre pays. Donc chacun à sa place. Mais pour que chacun soit à sa place, encore faut-il que les maires disposent des moyens, que leur dotation ne soit pas réduite, que finalement l'État reconnaisse leur rôle majeur aujourd'hui dans l'organisation de la société au plan local.